Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. La DGM a fait une surprenante découverte. Des expatriés entassés dans un immeuble insoupçonné dans la capitale, sans documents. Ils ont été expulsés. Après les avoir mis à l'abri et à saquer, le lieutenant-général Constant Ndima est allé lui-même à la rencontre de ses administrés dans sa gibecière de l'eau et des aliments. Mission lourde mais pas impossible, faire qualifier notre 11 national au mondial Qatar 2022. L'Argentin Hector Cooper, nouvel entraîneur des Léopards seniors, s'est mis la corde au cou. Il a signé le contrat avec la FECOFA. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir. Trafic aérien sur Kavumu, l'observatoire météo de Flight Radar et l'observation de Toulouse rassurent sur la reprise des activités. Ce dimanche, le comité de crise installé par le ministre des Transports Chérubin Okende a annoncé dans un communiqué de presse que les conditions relatives à la réouverture des trafics sont satisfaisantes. Ce comité a pour mission d'évaluer l'évolution de la situation aérienne découlant de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Autre chose, sa parole était très attendue. Le chef de l'État s'est exprimé sur la catastrophe survenue à Goma. Il a choisi la presse pour s'exprimer. Dès les premières heures qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte équipe gouvernementale à Goma pour suivre de plus près la situation. D'heure en heure, le chef de l'État était au courant de l'évolution du sinistre causé par le volcan. Les 8 membres du gouvernement accompagnés du Premier ministre Sama Lukonde ont fait la restitution au garant de la nation qui s'est aussitôt présenté devant la presse pour donner les réponses à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Le chef de l'État a promis de se rendre sur place dans la région pour réconforter ses compatriotes et les assurer de sa proximité. Dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la Première Dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Garant de la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel de solidarité à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Je pense aussi à l'assistance humanitaire. Et là, j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même, à venir en aide à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont les moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres
seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. La population congolaise fait bloc avec le chef de l'État dans la gestion de la douloureuse épreuve que traversent nos compatriotes de Goma. Dans les prochains jours, cette ville va retrouver son rayonnement habituel. À combien se chiffre le nombre des évacués qui ont quitté Goma? Le chef de l'État a annoncé un chiffre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué à la presse que le comptage se poursuit. Le président de la République a tout de même reconnu les conditions difficiles dans lesquelles les équipes travaillent. On écoute cet extrait. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en voie d'identifier le nombre de victimes et de pouvoir commencer à déployer. Et ça a déjà commencé à Saké d'ailleurs, où des camions-citernes contenant de l'eau potable ont été envoyés ainsi que des vivres. Maintenant, il faut aller sur les autres sites, Rutshuru, Kibumba, Masisi et même Bukavu, où on parle de à peu près 15 000 personnes qui sont arrivées depuis hier. Donc vous comprenez que la situation est sous contrôle, elle est certes grave, mais elle ne nous échappera pas. Et je peux vous assurer qu'au niveau de la communication, là aussi, il y aura beaucoup de travail de fait, parce que nous nous sommes rendus compte que, pris tous dans le feu de l'action, nous avons oublié de communiquer suffisamment. J'ai vu notre ministre le faire de fort belle manière d'ailleurs, mais il faut encore le faire davantage. Et ça aussi, ce sera quelque chose de plus. Le gouverneur du Nord Kivu, aux côtés de ses compatriotes mis hors du danger à Saké, Constant Ndima, leur a apporté du réconfort, de l'eau et des aliments. Regardez. Le militaire du Nord Kivu est allé à la rescousse des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo, basé à Saké en territoire de Masisi. C'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Le lieutenant-général Constant Ndima, très épris de la situation humanitaire désastreuse de ces populations déplacées, a apporté une assistance du gouvernement composée essentiellement des vivres et non-vivres, des produits pharmaceutiques et 120 mètres cubes d'eau potable pour soulager tant soit peu ces patriotes en détresse. Dans son adresse à la population, le lieutenant-général Constant Ndima a fait attendre que le danger est encore là. Il faut être patient et prudent, a-t-il martelé. Nous devons être vigilants, patients, parce que nous n'avons pas la décision. Ce sont les indications des scientifiques qui nous orientent. Alors il faut qu'on se réfère toujours aux indications, les prévisions, tout ce que l'OVG doit nous communiquer. C'est là où nous étudions au niveau politique pour apporter des solutions à la population. Le message que je viens de lancer, le danger n'est pas encore écarté, la prudence, la patience. Nous avons amené 120 mètres cubes d'eau, le vivre et non-vivre. Et demain, Madame de l'OICHA, on vient d'échanger tout à l'heure, là vous avez vu, on aura encore à scruter pour voir comment intervenir pour les handicapés et les malades. Le même convoi, même plus que ça, est déjà vers Kibumba. Vous pouvez même poser la question là-bas. Une autre mission similaire est celle conduite par le vice-gouverneur de Nord Kivu à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo. C'est aussi à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Kibumba a également accueilli plusieurs déplacés de Goma. Le commissaire divisionnaire Romy Ekouka Lipopo, lui aussi, a remis au nom du gouvernement plusieurs tonnes de vivres et non-vivres, ainsi qu'une bonne quantité d'eau potable. Quoi qu'il en soit, les populations en évacuation devront encore attendre l'appel du gouverneur du Nord Kivu avant de retourner dans leur domicile. Au nom de la population, le chef de la chefferie de Baoundé, le Mwami Nicolas Kalinda, a choisi le mot juste pour remercier le gouverneur militaire pour ses gestes de charité envers les déplacés en détresse. Et cette population qui était à Saké, parce que toute la population avait pris la direction, presque toutes les directions, les uns sont partis vers Kichanga, d'autres vers Masisi, et d'autres vers Ngungu, mais aussi, une grande partie aussi était partie vers Bukavu, en empruntant la route Saké, Bweremana, Minova, jusqu'à Bukavu.
Et cette population a besoin d'une aide. Mais surtout ici à Sake, où presque 80% de cette population est cantonnée. Sans attendre, l'équipe de la Fondation Denise de Nyakiro Tshisekedi, présente dans le Nord Kivu, se lance au chevet des sinistrés de l'éruption de Nyiragongo. Pour soutenir l'action humanitaire, les représentants de la Première Dame ont remis des vivres et non-vivres au personnel de l'Observatoire volcanique de Goma. La Fondation Denise Nyakiro entrevoit d'autres actions de même nature pour soutenir les efforts du gouvernement de la République dans les zones touchées, notamment Sake, Rutshuru et Kibumba, ces sites qui ont accueilli les déplacés de Goma. Ces lots de vivres et non-vivres ont été remis à l'OVG par la chargée des affaires sociales de la Fondation de la Première Dame, Sarah Bisselele. Autre chose, le développement durable des ressources naturelles pour l'observation de la Terre, c'est le thème d'un atelier régional conjoint des pays membres de la CEC tenu à Kinshasa. Christine Lenzo, reportage. Les conditions socio-économiques de la population, il est plus qu'urgent que l'Afrique centrale intègre les technologies innovantes d'observation des terres. Des options concrètes ont été levées lors de l'atelier régional conjoint organisé par la CEAC à travers la SICOS et la GEOS pour la gestion durable des ressources naturelles de la sous-région. Ce, à travers le programme GMS Africa. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont pu donner l'éclairage sur l'importance et le rôle que les satellites est appelé à jouer dans la recherche des données spatiales à mettre à la disposition des États et à temps réel. Le programme GMS en Africa est une collaboration entre l'Europe et l'Afrique et le programme, c'est à 30 millions d'euros que le programme coûte sur 3 à 4 ans. 30 millions d'euros, ça vous savez, pour toute l'Afrique, c'est beaucoup mais c'est peu. Mais l'intention du programme, c'est de servir ou d'être comme une plateforme de lancement pour éveiller les consciences des décideurs locaux. Il s'y est de rappeler que parmi les recommandations de ces 3 jours d'atelier, les experts venus des pays d'Afrique centrale et ceux de l'Union africaine et de la CEAC, la SICOS et la GEOS se sont convenus de mutualiser les compétences pour aboutir à la standardisation des produits, de renforcer les capacités institutionnelles et humaines en mettant en place des formations, des transferts de compétences, en mettant en place aussi des politiques de genre dans les institutions. Ajoutez à cela la prise en compte des institutions nationales productrices de données dans la sous-région comme la RVF et IRSN, aussi l'intégration des unités d'enseignement et des recherches sur les applications spatiales dans les curricula académiques, pour ne citer que ces cas. Leurs maris combattent au front et la nation reste reconnaissante à nos vaillants militaires et policiers sous le drapeau. Leurs épouses ont bénéficié de l'attention du gouvernement. Elles ont reçu des vivres de la ministre du Genre, Gisèle Ndaya. Reportage de Yolande Voka. Déjà en amont, elle s'était lancée dans une série d'activités de quinzaine de familles depuis le 15 mai. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, est allée réconforter les familles de policiers et militaires dans différentes casernes de la capitale, surtout ceux engagés dans la mission de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa gibecière, la patronne du Genre, Gisèle Ndaya Luseba, avait 2 sacs d'haricots, du riz, du sel, d'huile et autres produits de première nécessité. Quand quelqu'un est au front, vous savez très bien qu'il n'a pas le cœur net. C'est comme ça que nous, en tant que responsables, nous nous sommes dit, nous pouvons peut-être visiter les familles, leur apporter le soutien moral et pourquoi pas quelque chose comme matériel. Grande a été la joie de bénéficiaires. Ma ministre. Nous remercions Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants pour l'assistance qu'elle a daigné apporter aux familles de militaires dans des casernes. Souhaitons que ce geste poursuive. Cette tournée dans le camp Badiading, Kokolo, Kabila, Lufungula a clôturé la série des activités de quinzaine de familles initiées par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba.
Interrompues depuis un temps, les discussions entre la RDC et le Fonds monétaire international ont repris. Les échanges ont eu lieu en visioconférence cette semaine avec le président de la République lui-même. Et puis l'Union africaine existe depuis 58 ans, âge totalisé le 25 mai dernier. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait fait un message la semaine du président Pierre Kibambeso Moïse. Dans un message adressé au peuple du continent, le 25 mai 2021, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a 58 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, salué la vision des pères fondateurs qui ont décidé le 25 mai 1963 de donner corps à cette architecture continentale à partir d'Addis Abeba en Éthiopie. L'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Cette vision doit assurer véritablement la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, a souligné le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine. Les contrats d'investissement signés entre l'Égypte et la République démocratique du Congo entrent dans leur phase d'exécution. Une forte délégation égyptienne a été reçue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de la concrétisation des projets signés en février dernier, notamment la construction de la station voltaïque de Chipuka en Mbuji-Mayi et le projet Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa. Interrompues momentanément, les discussions entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international ont repris. Par visioconférence, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé le jeudi 27 mai 2021 avec le chef de mission du FMI à la tête d'une délégation de cette institution de Bretton Woods, parmi laquelle son représentant pays. Du côté de la RDC, on a noté la présence du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Yembo. Il ressort de cette entrevue la conclusion de l'accord sur le programme du Fonds monétaire international avec la République démocratique du Congo. Ce programme, attendu par la RDC, vient d'être accepté par le FMI. Selon le directeur de cabinet du chef de l'État, la voie est ouverte au financement du FMI et des différents autres partenaires qui attendaient l'aboutissement des négociations entre la RDC et cette institution internationale. Une année vient de s'écouler depuis la mort de Charles Kilocho, le président de la République, père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait marqué de sa présence les obsèques de ce cadre de la direction de communication au sein du cabinet du chef de l'État, est venu assister à la messe d'action de grâce dite en sa mémoire à la paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe le vendredi 28 mai 2021. Dans son homélie, l'abbé Camille Moulumba a salué la présence du chef de l'État dans l'église en dépit de ses multiples charges. Après avoir imploré la grâce de l'Éternel pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, l'officiant du jour a convié l'assistance réunie autour du président de la République à avoir une pensée pieuse à l'endroit des frères et sœurs du Nord Kivu victimes de l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma et à présenter les condoléances aux familles des disparus. Cette semaine était agitée avec la surprise venue de Goma. Nyiragongo s'est mis en activité, une situation qui a mis en musique plusieurs initiatives de solidarité en même temps. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la police a constitué un nouvel escadron avec pour mission notamment de lutter contre l'incivisme sur les routes et s'attaquer à ceux qui forment le troisième bande des roues à contresens. Voilà quelques sujets qui ont retenu l'attention de Constance Mananga. Le retour de l'actualité. Le lieu de la province du Nord Kivu a été secoué cette semaine après l'éruption volcanique. Des mouvements ont été observés par-ci par-là. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a été dépêchée sur place. Une réunion de crise a été tenue.
Un immeuble s'est effondré, causant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants. Des tremblements de terre ont été signalés. Les gouverneurs militaires avaient lancé un message à la population pour être évacués vers Saké et autre part. À Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a tenu une conférence de presse. Patrick Mouyaya Katembwe a fait le point de la situation aux journalistes. Dans la même semaine aussi, le ministre des Médias qui tient à la rénovation de la chaîne nationale a visité avec les propriétaires de la chaîne internationale Euronews et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise les installations de ces médias publics. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, un partenariat serait le bienvenu pour donner un nouveau souffle à la chaîne nationale. Bien avant, le patron d'Euronews a été reçu par le ministre des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, sur une quelconque transformation de la chaîne officielle selon les souhaits du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. État de siège, opération militaire, Niakoundé, Sota, Irumu et Marabou peuvent espérer retourner dans leur milieu d'origine. Le gouverneur militaire Luboya Kachama, qui a fait les déplacements avec son équipe, rassure la population qu'ils vont imposer la paix et instaurer l'autorité de l'État. Le choléra refait surface dans les groupements Kamurunza, dans la chefferie des Baroundé. Des cas ont été signalés et pris en charge au centre de Saké et à l'hôpital général de Kiroché, signale Moami Primo Bitoubou. Les manques d'eau et d'installations sanitaires, la destruction des conduites d'eau sont responsables de cette épidémie. Avec les déplacements des habitants, il y a risque d'augmentation des cas. Il faut y veiller. Les gouverneurs militaires étaient au chevet des malades à Niakoundé. Les secteurs numériques intéressent plus de milliers. Le ministre Désiré Cachemire Kolongele ne cesse d'expliquer sa vision et sa politique sur le numérique qui est un moyen rapide de traçabilité. Il en a fait part à l'ambassadeur de France, directrice du centre Wallonie-Bruxelles, JICA, et l'inspecteur général des finances. En santé, les 4e journées scientifiques se sont clôturées avec un apport considérable dans le traitement du paludisme. C'est la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, qui a clôturé ces assises organisées après chaque 2 ans. À la police nationale congolaise, un nouvel escadron a été créé au sein de la police avec pour mission de remettre de l'ordre dans la circulation routière. Ils ont été présentés au public par les commissaires divisionnaires adjoints Silvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial de la PNC-Ville de Kinshasa. Ces policiers vont s'attaquer à des points chauds de Kinshasa et aux conducteurs qui créent des 3e bandes et roulant à contresens. Et pour clôturer, un centre de désintoxication est en construction à Kawuka, dans la commune de Kalamou pour les Koulouna. Les travaux de finition s'effectuent. Une initiative de G24 qui a aussi fait bénéficier de ses membres l'offre d'une couverture maladie universelle pour un coût abordable pour toutes les bourses. Question d'adhérer à l'initiative de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État et offrir à ses membres un soin de santé de qualité. L'actualité dans le monde et en Afrique, des morts au Niger, au moins 50 vies fauchées lors d'un naufrage. La suite, c'est dans cette sélection signée Marie Kalang. Une semaine macabre au Nigeria, une quarantaine de corps repêchés et plus d'une centaine disparus et seuls 20 passagers retrouvés vivants après un naufrage sur le fleuve Niger dans le nord-ouest du Nigeria où un bateau a chaviré le mercredi dernier. Ce navire en bois en mauvais état transportait à son bord 180 passagers, soit le double de passagers autorisés selon les autorités locales. Une autre catastrophe au Nigeria, le chef de l'armée nigériane, le lieutenant-général Ibrahim Atahiru, est mort dans le crash d'un avion militaire avec 10 autres officiers le samedi 22 mai en fin d'après-midi autour de l'aéroport de Kaduna dans le nord de ce pays.
Pendant ce temps, au Mali, après le putsch militaire, la Cour constitutionnelle malienne a déclaré l'ancien commandant de bataillon des forces spéciales, Assimi Goïta, président de transition du Mali. Pour rappel, les militaires mécontents du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition ont procédé le lundi 24 mai à l'arrestation du président Bah Dao et de son premier ministre dans un coup de force. Après 3 jours de détention, c'est le jeudi 27 mai que Bah Dao et Mokhtar Ouane ont été relâchés. C'est au Rwanda que le président français a entamé sa mini-tournée africaine. Au cours de cette première visite, Emmanuel Macron a reconnu dans un discours devant le mémorial de Gisozi les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Après Kigali, le chef de l'État français s'est rendu à Pretoria en Afrique du Sud, un déplacement centré essentiellement sur la lutte contre la Covid-19. En dehors des frontières africaines, environ 1 millier de migrants mineurs se trouvent toujours dans l'enclave espagnole de Ceuta. Ces mineurs non accompagnés errent dans les rues et le cas d'un chacun sera étudié d'ici peu pour décider d'un renvoi vers le Maroc ou d'un maintien en Espagne, ont annoncé les autorités espagnoles le lundi 24 mai dernier. Bachar al-Assad réélu sans surprise président de la Syrie avec 95,1% de voix pour un 4e mandat lors d'un scrutin tenu dans les régions sous contrôle du gouvernement. Propulsé au pouvoir en 2000, succédant à son père Hafez, mort après 30 années de règne sans partage. Et pour finir, aux États-Unis, 9 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade causée par un employé de la Valley Transportation Authority le mercredi 26 mai sur le site de l'entreprise de transport public à San José en Californie, a fait savoir la police. Le présumé tueur s'est ensuite suicidé. À Chikapa, on exploite du diamant dans les résidences. Une mine à ciel ouvert en toute illégalité s'est développée dans des zones habitées. Côté officiel, c'est un silence de cathédrale alors que les auteurs encourent des amendes. De Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, est en voie de disparaître sur la cartographie de la République démocratique du Congo. Pour cause, l'exploitation illicite de diamants par les creuseurs artisanaux dans des maisons d'habitation et d'autres sites se trouvant en pleine ville tels que Kabouatou, Sokajik, Kamakonde, où cette exploitation se passe à ciel ouvert aux grandes dames des autorités provinciales qui gardent un silence des cathédrales. Conscients de jouer pleinement les rôles qui est le leur afin de stopper cette hémorragie, les acteurs de la société civile du Kasaï montent au créneau et condamnent l'exploitation illicite de diamants en plein centre-ville de Chikapa. Gilbert Ngoï, de la nouvelle Société civile et bonne gouvernance. L'exploitation illicite de diamants dans la province du Kasaï, particulièrement dans la ville de Chikapa, c'est un fait vrai. Un fait vrai parce que nous avons eu à les constater non seulement à une seule fois, mais à plus d'une fois. C'est vrai qu'il y a des creuseurs clandestins qui essayent de profiter dans des ravins, ainsi de suite. Mais là où c'est vraiment inquiétant, c'est lorsque on voit ou on assiste à cette exploitation en pleine journée. Et c'est là en présence même de certains services chargés de faire respecter la loi. Maître Corneille Mbombo Mungendo, président du cadre des concertations provinciales de la société civile du Kasaï, formule ici ces différentes recommandations à l'endroit des autorités provinciales. Une grande exploitation se fait ici à Dibumba 1, où il y a plusieurs sites d'exploitation. Et cela, c'est encouragé par l'autorité et ceux qui ont aussi des titres qui se disent des titres d'exploitation en pleine ville. Donc, nous disons que c'est en pleine ville, non seulement à Dibumba 1, mais il y a aussi à Kélé et au centre et dans d'autres endroits où on est en train d'exploiter. Tout le monde doit prendre conscience et que ces exploitations cessent parce que ça laisse à désirer et ça ne montre pas vraiment la civilité. C'est comme si on est encore un civil. Qui
disent les textes légaux en matière de l'exploitation de pierres précieuses dans des périmètres non autorisés par la loi. Évariste Machocho Pangou, chef de division de mines et géologie de la province du Kasaï, explique. La loi n'autorise pas l'exploitation des diamants dans une ville. Le législateur lui-même a parlé dans le code minier, en son article 279, qui stipule sur les zones de restriction, c'est-à-dire dans une ville, là où les maisons d'habitation de gens, l'exploitation des diamants ne peut pas avoir lieu. Les sanctions prévues par la loi, c'est d'arrêter d'abord cette exploitation, appréhender les récalcitrants et les faire payer les amendes fortes pour décourager cette pratique. Pour Katokumbani, habitant. Le taux de pénétration RDC très faible se situe autour de 7% contre une moyenne de 25% dans la région Afrique. La nouvelle équipe à la tête de l'Association congolaise des banques se fixe comme objectif d'améliorer ce score. Marie-Louise Mbela Medambouya Mangal. Le chiffre dans ce journal, le taux de pénétration RDC, je l'ai dit, est très faible, se situe autour de 7% contre une moyenne de 25% dans la région africaine. La nouvelle équipe à la tête de l'ACB se fixe entre autres comme objectif d'améliorer ce score. Marie-Louise Mbela Medarmbouyal Mangal. Depuis environ une décennie, la République démocratique du Congo s'est lancée dans une nouvelle aventure dans le secteur économique et financier, à savoir la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Le nombre de Congolais disposant d'un compte bancaire a augmenté certes, mais cela ne représente qu'une goutte d'eau dans un océan. La majorité des Congolais opèrent en dehors des circuits bancaires. Mais combien sont-elles des banques commerciales implantées sur le territoire national ? Actuellement, l'ACB compte 15 banques. Voilà. Et dans ces 15 banques, nous avons une expérience, je dirais, diversifiée. Nous avons des banques de rang mondial, nous avons des banques sous-régionales, mais nous avons également les banques purement locales, capitaux purement congolais. Et, il est question ici au niveau de l'ACB de pouvoir avoir un bureau qui est assez représentatif. Et nous avons fait vraiment un effort pour qu'au niveau du bureau, qu'on ait une ébauche assez représentative de toutes les tendances dans notre secteur, notamment les 15 banques qui ont une licence d'opérer vis-à-vis de la Banque centrale du Congo. Les banques commerciales sur le territoire congolais représentent déjà un atout important. Mais il y a beaucoup de défis pour ramener la majorité des Congolais dans le circuit bancaire et surtout financer le développement. L'Association congolaise des banques a un rôle clé à jouer et nous pensons réellement à travers ces partenariats que nous pouvons avoir avec le pouvoir public, nous pouvons arriver à sortir le secteur de son marasme actuel. Évidemment, se rapprocher des statistiques des autres pays de la sous-région. Et là-dessus, je vais spécifiquement mentionner le taux de pénétration bancaire. Quand on regarde dans la région subsaharienne, nous sommes aux alentours de 25%, 25 à 30%. Mais en RDC, les statistiques officielles montrent que le taux de pénétration bancaire, c'est-à-dire les gens qui ont accès au système financier au Congo, atteint difficilement les 7 à 8%. L'idée ici, c'est qu'à travers notre mandat, que nous arrivons quand même à faire changer les choses, à faire bouger les lignes. Pourquoi pas se rapprocher des statistiques au niveau de la sous-région, autant en Afrique subsaharienne, mais aussi au niveau de la SEDEC où les RDC est membre. Ma première priorité, c'est d'abord protéger les intérêts de l'association, donc créer un consensus autour de la gestion de l'association, mais également aussi travailler en étroite collaboration avec le pouvoir public, en commençant par la Banque centrale du Congo, qui est notre organe de contrôle, notre organe de régulation, mais dans une certaine mesure, le gouvernement de la République, dans toutes ses entités éclatées, voir dans quelle mesure, en tant que partenaire, nous pouvons arriver à relever le défi
non seulement du secteur pour lesquels nous avons été élus au niveau du bureau, mais également voir dans quelle mesure nous pouvons avoir une participation active à l'essor de l'économie et financer l'économie. Dans cet univers, il faut porter un regard sur le blanchiment d'argent. La dépendance de notre économie au dollar, ce qui pose un sérieux problème. Vous pouvez imaginer qu'une monnaie qui n'est pas la nôtre, pour ne pas la citer, le dollar américain, c'est une monnaie qui appartient au pouvoir public américain. Évidemment, en tant que tel, nous sommes un peu dépendants de la réglementation américaine en matière de surveillance et de contrôle sur la circulation sur le plan international de leurs devises. Et ici, j'ai fait spécifiquement référence à la grande problématique de blanchiment des capitaux. J'ai fait référence à la lutte contre le terrorisme. J'ai fait référence évidemment à la conformité. Ça représente vraiment un défi majeur pour les banques qui opèrent en RDC et se rassurer que ces banques-là peuvent toujours rester connectées et faire le business avec le monde extérieur et sans évidemment, comment on dit, les concours des autorités américaines pour pouvoir accompagner non seulement la République, mais également les secteurs financiers. La République démocratique du Congo est un vaste marché pour des affaires. Seulement voilà, la majorité des Congolais, particulièrement des jeunes, des femmes et des opérateurs économiques, ne bénéficient pas de financement pour booster leurs entreprises. Pour visa non conforme, des expatriés réfugiés dans une promiscuité à Kinshasa dans un immeuble ont été expulsés. C'est une vaste découverte du service de contrôle de la DGM. Regardez. La Direction générale de migration poursuit avec ses contrôles de routine de la régularité des titres de séjour des étrangers. Elle vient de mettre la main sur des étrangers qui détiennent les visas non conformes car n'ayant pas rempli toutes les conditions générales d'octroi de visa d'établissement, à savoir la justification des moyens de subsistance suffisants et honnêtes qui se traduit par la preuve de résidence individuelle et la preuve de revenus par une attestation en relevé bancaire, l'acte de domiciliation de leur rémunération dans un compte ouvert dans une banque locale. Nous sommes à l'immeuble Laxam dans la commune de la Gombe. Ces étrangers sont dans l'indigence et victimes d'une exploitation de leurs compatriotes. Tenez, ils vivent dans la promiscuité totale au mépris de règles d'hygiène et de bienséance. L'équipe de contrôle de la DGM a fait le constat ci-après. Au 4e niveau de l'immeuble constitué de toiture et terrasse, une partie sert de service cuisine, buanderie et une autre partie a été transformée en dortoir et installation sanitaire. Une grande concentration des lits dans les dortoirs, manque de salles de séjour, local servant de réfectoire très exigu et ne contenant que des nattes, cuisine insalubre et insécure. En pareille situation, la DGM s'est vue dans l'obligation de procéder au retrait du visa et à la reconduction à la frontière de tous ces étrangers non en règle. La DGM, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de mettre l'homme au centre de son action, tient au respect des conditions pour obtenir un visa de séjour en RDC. Et de ce fait, elle lance un appel à tous les étrangers vivant dans ces conditions de se mettre en règle car elle ne lésinera pas sur les moyens pour appliquer la loi et le contrôle va se poursuivre sans désemparer. Mission lourde, mais pas impossible. Faire qualifier notre 11 national au Mondial Qatar 2022. L'Argentin Hector Cooper, nouvel entraîneur des Léopards Seniors, s'est mis la corde au cou. Il a signé le contrat avec la FECOFA. Cédric Kenina, reportage. C'est fait et c'est désormais officiel. Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Hector Cooper, a paraphé son contrat ce week-end. Le nouvel entraîneur s'est engagé avec la RDC en présence du ministre des Sports et Loisirs Serge Tchembo-Konde et l'organe technique du football en RDC, la Fédération Congolaise de Football Association. Le numéro 1 du sport congolais a encouragé Hector Paul Cooper dans sa lourde mission tout en rappelant que la RDC est une grande nation de football. La République démocratique du Congo est une grande nation de football, un pays de talent dans ce sport. Et il faut que le monde réapprenne à nous respecter. Et nos traditions ont voulu que l'animal léopard soit le totem de nos sélections nationales pour justement marquer notre esprit guerrier et courageux. Et cet esprit guerrier
n'est-ce pas celui qui anime le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, dit gouvernement des Warriors. Cela démontre à juste titre le nouvel esprit qui doit animer chaque composante de notre équipe nationale seniora. Le premier baptême de feu de l'Argentin, c'est samedi 5 juin contre les Aigles de Carthage, de la Tunisie, et les 14 contre les Aigles du Mali. Hector Cooper a pour mission de qualifier la RDC à la fête mondiale du football Qatar 2022. De ce dimanche soir, une partie de la délégation avec l'entraîneur quitte déjà Kinshasa pour la Tunisie. Fin de ce journal, je rappelle cette très bonne nouvelle. Trafic aérien sur Kavumu, l'observatoire météo de Flight Radar et l'observation de Toulouse rassurent sur la reprise des activités. Ce dimanche, donc aujourd'hui, le comité de crise installé par le ministre des Transports Chérubin Okende a annoncé dans un communiqué de presse que les conditions relatives à la réouverture des trafics sont satisfaisantes. Ce comité a pour mission d'évaluer l'évolution de la situation aérienne découlant de l'éruption volcanique. Fin de cette session d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de continuer à garder les yeux bien ouverts sur la télévision nationale. Au revoir.